Nous sommes en 1991. Jean Rennebourg va tuer et maquiller le meurtre de sa femme. Cette histoire est assez particulière car le meurtrier est nul autre que le directeur de la VUB, c'est-à-dire l'Université libre de Bruxelles ayant comme langue le néerlandais. Pour tout savoir sur cette histoire, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire belge, encore une fois. Ça se passe à Bruxelles et donc voilà, vous connaissez peut-être l'université de Bruxelles, donc qui s'appelle l'ULB. Ici, on va parler de la VUB. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle juste de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça soutient énormément la chaîne et puis ça me fait plaisir, alors allez-y. Pour commencer, je vais vous parler du parcours de Jean Rennebourg. Jean est né le 29 mars 1939 à Rhodes-Saint-Genès, donc c'est une ville près de Bruxelles, voilà, donc dans la périphérie de Bruxelles. Et donc dans cette ville, on y parle en grande partie le néerlandais. En fait, c'est une commune à facilité. Ça se trouve du côté wallon, du côté où on parle français, mais dans cette commune, on parle le flamand. Alors, Jean, il vient d'une famille ouvrière, mais dès son enfance, il va être extrêmement brillant à l'école. Je sais pas pourquoi j'ai dit mais, c'est pas parce qu'on vient d'une famille ouvrière que n'est pas brillant à l'école, mais voilà, en tout cas il vient d'une famille ouvrière et il a été extrêmement brillant à l'école. Déjà rien qu'en primaire il avait des super notes, en secondaire ça a été pareil, il avait des super notes, il a été diplômé en ayant fait comme option maths et latin. Le seul truc c'est qu'à l'école secondaire c'était un petit peu difficile pour lui au niveau humain. En fait il était à Braine-l'Alleud, donc là c'est aussi une ville autour de Bruxelles. Il était dans une école où on parlait le français et lui il parlait flamand, donc par les autres élèves il était surnommé le petit flamand. Et en plus de ça, comme je disais, il vient d'une famille ouvrière et il n'avait pas non plus énormément d'argent, donc il portait pas d'habits de marque et les enfants, enfin les autres adolescents se moquaient de lui. Mais enfin, tout ça ne l'a pas empêché de devenir le premier de sa classe. Après ça, il ira à l'université de Bruxelles. Au début, il voulait devenir médecin, mais il a vite changé d'avis. Il va faire des études d'ingénieur en mécanique et puis il aura son diplôme avec une grande distinction. C'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Claire Skilbin. Claire, elle a son âge, c'est une doctoresse en biologie et elle est passionnée de judo. Jean et Claire vont finir par se marier et ils auront ensemble 4 enfants. Pendant leur vie à deux, Jean va continuer à gravir les échelons et il va devenir professeur à la VUB. Finalement, en 1990, à l'âge de 51 ans, Jean va devenir le directeur de la VUB. Donc voilà, c'est un très gros poste. Jean et Claire vont mener une vie presque parfaite tous les deux, mais malheureusement, la nuit du 9 au 10 avril 1991, tout va basculer. En fait, suite à un accident de voiture en pleine nuit, Claire va perdre la vie et Jean, lui, va s'en sortir. Après l'accident, Jean va être interrogé sur les faits et je vais vous raconter ce qu'il a décrit. Alors, nous sommes la nuit du 9 au 10 avril 1991. Il faut savoir que Claire et Jean voulaient acheter une nouvelle voiture. Ils voulaient une Opel Omega et en fait ce qu'ils avaient fait c'est qu'ils avaient loué cette voiture, donc ils avaient loué le même modèle que celui qu'ils voulaient acheter et pour pouvoir l'essayer en fait. Donc là il est 4h15 du matin et ils vont avoir l'idée d'essayer la voiture qu'ils viennent de louer. Donc ils avaient loué cette voiture le 9 avril et le 10 avril très tôt le matin, donc 4h15 du matin, les deux vont se dire tiens on va aller essayer notre voiture de location, l'Opel Omega. Ils vont partir de chez eux à 4h30 du matin. 5 minutes plus tard, à 4h35 du matin, ils vont percuter une brouette et des briques qui étaient sur la route. Ils vont les percuter à une vitesse de 70 km/h. Donc là on est à Rhodes-Saint-Genès et on est dans la rue du Vieux Moutier. Alors le conducteur de la voiture c'était Jean et Claire était sur le siège passager. En fait elle était en train
de manipuler l'allume-cigare qu'il y a dans les voitures. Et à l'arrière de la voiture, il y avait plusieurs bouteilles d'alcool. Pourquoi il y avait plusieurs bouteilles d'alcool? C'est parce qu'ils étaient en train de faire des travaux de peinture chez eux. Et voilà, en fait, avec le choc des 70 km/h contre les briques, contre la brouette aussi, les bouteilles d'alcool sont venues s'écraser vers l'avant. Et comme Claire était en train de manipuler l'allume-cigare, eh bien, la voiture a pris feu. Mais Jean n'a rien, il n'est pas blessé, il va réussir à sortir de la voiture. Malheureusement, avant de sortir, il va voir que pour Claire, c'est déjà trop tard. Elle a déjà été complètement brûlée par les flammes, elle est décédée. Là, Jean est complètement sous le choc et il va décider de rentrer chez lui pour aller appeler la police. Donc voilà, ils n'avaient pas de téléphone, on est en 1991. Donc il doit rentrer jusque chez lui pour prendre le téléphone fixe et appeler les secours. Après ça va, ils étaient seulement à 200 mètres de chez eux. La première chose bizarre, c'est que l'appel d'urgence a été donné à 5h03 du matin. Donc 30 minutes après l'accident qui est survenu à 4h35. C'est quand même bizarre parce que si Jean était à 200 mètres de sa maison, c'est quand même long, 30 minutes. Enfin, t'as ta femme qui est en train de brûler, ta voiture qui brûle, tu viens de faire un accident comme ça. C'est bizarre de prendre autant de temps avant d'appeler les secours. Mais bon, une autre chose assez étrange que les pompiers vont remarquer en arrivant sur le lieu de l'accident, c'est que les portes avaient été verrouillées. Donc quand ils ont voulu ouvrir la portière pour aller prendre le corps de Claire, la portière était verrouillée, donc ils ont dû défoncer la portière à la main. Après ça, à 5h54 du matin, Jean va être transféré à la clinique de Braine-l'Alleud. Il avait une légère brûlure au bras et une autre très légère brûlure au torse. C'était assez étrange parce que Claire, qui était à côté de lui, avait été complètement carbonisée et lui, ça allait. En fait, ils vont interroger Jean quand il sera à l'hôpital, ils vont pas perdre de temps. Donc c'est là que Jean va leur raconter tout ce que je vous ai raconté. Et Jean, il pose des questions à la police assez bizarres. En fait, il s'inquiète vraiment, il demande si Claire a été brûlée sur son visage. En fait, il dit est-ce qu'elle est encore reconnaissable ou non. Il veut vraiment savoir ça. Et c'est extrêmement étrange. Si tu perds ta femme, si ta femme vient de mourir, la première chose que tu te demandes, c'est pas si elle est encore reconnaissable ou non. C'est quand même bizarre et ça va éveiller les premiers soupçons chez la police. Mais les soupçons que la police avait à l'encontre de Jean vont être confirmés par un diplomate allemand qui habitait non loin de la scène de l'accident. En fait, ce diplomate allemand va expliquer avoir vu l'accident, avoir vu le choc et qu'au moment où l'accident a eu lieu, Jean serait sorti de la voiture, il aurait fait le tour et puis il serait retourné dans la voiture par la porte du conducteur, la portière du conducteur. Ce témoignage est assez important parce qu'il contredit celui de Jean qui lui expliquait que la voiture avait pris feu entièrement et directement. Quand le commissaire va le réinterroger à l'hôpital, Jean va simplement répéter ce qu'il avait déjà dit. Le commissaire, qui s'appelle le commissaire Goffin, qui est en train de l'interroger, va être vraiment surpris parce que Jean n'a pas l'air vraiment en état de choc, il n'a pas l'air stressé, il n'a pas l'air triste. En fait, il est plutôt calme et il raconte l'histoire avec énormément de détails. Enfin voilà, c'est comme si en fait il récitait un texte et voilà, ça va quand même déjà beaucoup surprendre le commissaire. Une autre question que va se poser le commissaire Goffin, c'est pourquoi est-ce que Claire était en train de manipuler l'allume-cigare au moment du choc? Parce que aucun d'eux, ni Jean ni Claire, ne fumaient. Donc ils avaient vraiment aucune raison de manipuler l'allume-cigare. Alors l'enquête va être ouverte et le juge en charge de l'affaire sera le juge Bulté. Donc dans un premier temps, le juge va vouloir une expertise et va faire appel à un médecin légiste pour qu'il analyse le corps de Claire. Là, il va y avoir le premier rebondissement, le premier gros rebondissement dans l'affaire parce que le médecin légiste va expliquer qu'il n'y avait pas de fumée dans les poumons de Claire, ce qui voulait dire qu'elle était morte avant que la voiture prenne feu. De plus, il va se rendre compte que
sur le cou de Claire, il y a des marques et donc elle aurait très bien pu mourir étranglée. Enfin, c'est même pas qu'elle aurait très bien pu, c'est que c'est quasiment sûr qu'elle soit morte étranglée. Il va y avoir un premier lien qui va se faire. Vous vous rappelez, à l'hôpital, Jean s'inquiétait de savoir si le visage de Claire était encore reconnaissable ou non. Eh bien, ça peut s'expliquer par le fait qu'il s'inquiétait qu'on voit encore les marques dues à l'étranglement sur le cou de Claire ou non. Donc voilà, il espérait que la peau ait été brûlée pour qu'on ne voit plus les marques. Le 2 mai 1991, la mort de Claire a été vue officiellement comme un meurtre et non comme un accident. Le 3 mai, donc le lendemain, Jean va être arrêté à son domicile. Il va être interrogé pendant 8 heures, ce qui ne donnera rien, et puis après il va être incarcéré à la prison de Forêt à Bruxelles. Et donc c'est de cette prison qu'il va écrire sa lettre de démission comme directeur de la VUB. À partir de là, le juge Bulté va imaginer que le meurtre avait été prémédité par Jean et que c'était pour ça qu'il avait loué une voiture à ce moment-là. En fait, il voulait pas accidenter, il voulait pas sacrifier sa propre voiture et donc il en avait loué une autre. Donc ça reste une théorie. De plus, rappelez-vous, la voiture qu'ils ont louée était une Opel Omega, mais ce qu'on ne savait pas jusque-là, c'est que la voiture que le couple avait déjà, donc la voiture que Claire utilisait, était une Opel Omega. Donc, ils voulaient juste racheter la même voiture et le fait qu'ils veuillent louer la voiture pour être sûrs de leur choix, ça n'a juste aucun sens parce qu'ils avaient déjà une Opel Omega. Le fait que Jean soit directeur de la VUB, ça lui donnait l'occasion d'avoir une voiture de fonction, donc il n'était pas obligé d'acheter une nouvelle voiture s'il en voulait une, il avait juste à demander à son boulot. En plus de ça, le juge Bulté va découvrir que Jean, en prenant la voiture, en louant la voiture, il va demander une assurance complémentaire en dégâts matériels et une autre assurance en hospitalisation. En janvier 1992, le juge Bulté va recevoir le rapport d'un expert qui a analysé la voiture et il va expliquer que le choc entre la voiture et les briques qu'il y avait sur la route n'a pas été fait à 70 km/h mais bien à 13 km/h. Mais Jean, lui, avait dit qu'à ce moment-là, il roulait à du 70 km/h. En plus de ça, le rapport va expliquer que le feu a sûrement été démarré volontairement à 2 endroits différents. En fait, il dit qu'il y a un feu qui avait démarré dans le moteur et ce qui est vraiment bizarre, c'est que la protection anti-feu du moteur n'avait pas été touchée. Donc c'est comme si quelqu'un avait mis le feu dans le moteur et que c'était pas un feu qui s'était déclenché. Le 16 janvier 1992, donc seulement quelques jours plus tard, le juge Bulté va lancer une reconstitution des faits. Et donc là, on va prendre la même voiture, le même modèle, on va faire comme si c'était le jour de l'accident. Et la voiture va foncer dans les briques et la brouette à une vitesse de 13 km/h. Et là, on va remarquer que les dégâts sont exactement les mêmes que sur la voiture de Jean et Claire. Ensuite, on va refaire le même essai mais en roulant à du 70 km/h et là, la voiture est méconnaissable, c'est vraiment un très très gros accident, mais ça ne ressemble pas du tout aux dégâts qu'il y avait sur la voiture de Jean et Claire. Donc, ça prouve que Jean a menti, il ne roulait pas à du 70 km/h mais bien à du 13 km/h. Le 18 février 1992, Jean va enfin avouer. Après la reconstitution, c'était difficile pour lui de mentir. Et donc, il va avouer que l'accident était juste une mise en scène. Jean va expliquer qu'en fait, ce soir-là, il s'était disputé avec son épouse par rapport à la nouvelle voiture, par rapport au modèle qu'ils allaient choisir et que Claire s'était montrée extrêmement violente envers Jean et que Jean se serait défendu en étranglant Claire, ce qui aurait causé sa mort. Par la suite, Jean va expliquer qu'il aurait eu très peur des conséquences, qu'il aurait eu très peur qu'il y ait des rumeurs sur la VUB, sur son école, qu'il soit viré de son job, enfin voilà, il a eu très peur des conséquences et donc c'est pour ça qu'il aurait maquillé le meurtre en accident. Alors, le procès va commencer le 14 février 1994 à la cour d'assises de Bruxelles. Jean s'est payé un très très bon avocat qui s'appelle Jeff Vermassen et son surnom dans le milieu c'est Monsieur Acquittement. Jean et son avocat vont plaider la légitime défense face à Claire qui était extrêmement violente cette nuit-là. Une autre chose qu'on va apprendre pendant le procès, c'est que Jean avait une maîtresse. On va l'apprendre grâce à plusieurs coups de téléphone que Jean lui avait passés. On va aussi savoir qu'à l'époque, donc au moment du meurtre, cette maîtresse faisait pression sur Jean pour qu'il quitte Claire et se mette avec elle. Une autre chose qui va être constatée, qui est vraiment très bizarre, c'est que le jour de la mort de Claire,
Jean aurait téléphoné 2 fois à sa maîtresse. Pendant le procès, on va interroger une ancienne maîtresse de Jean qui va vraiment venir vanter les qualités humaines de Jean. Mais bon, ça reste quand même une ancienne maîtresse. Donc même si elle dit oui, Jean était une personne formidable, etc., etc., bah ça prouve quand même que Jean n'avait pas eu une seule maîtresse, mais plusieurs maîtresses au cours de sa vie de couple avec Claire. Sinon, à part ça, il y a quand même pas mal de personnes qui connaissaient bien Jean, qui vont passer à la barre et qui vont expliquer que Jean était vraiment une personne très gentille. D'un autre côté, il y a des personnes qui connaissaient bien Claire qui vont passer à la barre et qui vont expliquer que Claire était une personne assez violente, assez autoritaire. Mais là encore, c'est difficile de dire ça d'une personne qui n'est plus là pour se défendre. Donc voilà, ça a quand même penché en faveur de Jean pendant le procès. Mais je trouve ça un petit peu bas de venir remettre un petit peu la faute sur une personne qui est décédée. Selon le juge de la cour d'assises, il va avoir une théorie sur le scénario qui aurait bien pu se passer. En fait, selon lui, Jean aurait profité de cette journée-là parce que les enfants n'étaient pas chez eux. Ils étaient partis, je ne sais pas où ils étaient, mais en tout cas ils n'étaient pas là. Et il aurait prémédité son acte en louant cette voiture, etc. Il s'était dit, aujourd'hui je vais tuer Claire, je vais assassiner Claire. Il aurait donc assassiné sa femme à leur domicile, ayant comme mobile de pouvoir aller ensuite avec sa maîtresse. Et ensuite il aurait maquillé le meurtre en accident de voiture. Au final, le verdict tombera. Jean va être accusé de coups et blessures volontaires ayant entraîné involontairement la mort. Ensuite, Jean sera condamné à une peine de 15 ans de prison. Il sera incarcéré à la prison de Leuven, une ville belge du côté néerlandophone. Et là-bas, il va être un détenu assez modèle. Il va même donner des cours à certains détenus pour faire profiter les autres de ses connaissances. Et puis, je sais qu'il est sorti sans faire ses 15 ans de prison. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est, je ne sais pas ce qu'il est devenu, je n'ai pas trouvé d'informations par rapport à ça. En tout cas, c'était une histoire assez malheureuse, je trouve quand même. On en voit beaucoup des histoires de maris qui assassinent leurs femmes. C'est tellement fréquent et souvent quand c'est pour une maîtresse, etc., je trouve ça tellement bas, je trouve ça tellement lâche. Enfin, il pouvait très très bien lui dire, écoute, bien, on divorce et moi je me mets avec ma maîtresse. Il y a d'autres façons que passer par la mort et je sais pas qu'est-ce qui fait que souvent... En fait, oui, c'est souvent que des personnes en viennent à tuer leur conjoint pour une maîtresse, pour aller avec quelqu'un d'autre. C'est bizarre. Enfin voilà, j'espère que l'histoire vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous en avez pensé. Aussi, dites-moi si le scénario du juge de la cour d'assises vous paraît logique, si vous y croyez, vous. Et puis, sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!